Le monde agricole n'en finit pas d'être secoué par une crise aux multiples facettes. Il y a les baisses de production liées aux événements climatiques extrêmes, les prix trop bas pour garantir les revenus décents aux agriculteurs, les normes également perçues comme étouffantes ou encore la concurrence internationale avec le controversé Mercosur, traité de libre-échange en négociation avec l'Amérique du Sud et l'Europe. Alors le choc de simplification annoncé il y a quelques jours par la Commission européenne et la loi d'orientation agricole adoptée en France vont-elles mettre fin au malaise des paysans? Avec nous pour en parler, Pierre-Marie Aubert, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes docteur en sociologie politique, ingénieur agronome. Vous dirigez le programme politique agricole et alimentaire à l'IDRI. L'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Vers un nouveau modèle agricole. Quelle transition pour la France et l'Europe? C'est aux éditions Odile Jacob, préface de Pascal Canfin. Alors, la loi d'orientation en France, elle a été adoptée, c'est tout, sauf un hasard, 2 jours avant l'ouverture du Salon de l'agriculture, il y a une dizaine de jours maintenant. Est-ce que cette loi, selon vous, cadre, est bonne, oui ou non, pour les agriculteurs français? Alors, les chercheurs ils ont toujours tendance à répondre ni oui ni non, donc je ne vais pas échapper à la règle. Cette loi, elle est très, quelque part, incantatoire. Car elle dit elle a 2 objectifs. Initialement, quand elle a été préparée en 2023, elle doit quelque part faire 2 choses. D'une part, accompagner la transition des agriculteurs vers plus de résilience au choc climatique et aux dégradations environnementales, et puis assurer le renouvellement des générations. Sur le premier point, clairement, elle ne fait pas le boulot. On va y revenir. Sur le deuxième point, elle annonce des choses, mais elle ne met pas les mesures derrière, elle ne met pas les ressources derrière, et donc au final... On ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, cette loi, à part effectivement, quelque part, assurer le monde agricole qu'il va être de moins en moins, entre guillemets, ennuyé par ce qui est perçu comme des contraintes environnementales, probablement toujours pas pour des bonnes raisons. Alors la philosophie, la voici, l'agriculture élevée au rang d'intérêt général majeur en France, pas d'agroécologie, ni d'interdiction de pesticides sans solution, on en parlait hier à travers notre reportage au Salon de l'agriculture, une gestion des haies simplifiée, simplification en Europe aussi. Alors il y a la dépénalisation de certaines infractions aussi à l'environnement, et là ça fait polémique. Marine Tondelier, la chef des écologistes français, a dit que ce texte répondait à une forme de populisme anti-écologie et non aux agriculteurs. Alors je vous pose la question, qu'en pensez-vous? Parce que dans votre livre, vous dites que souvent on a 2 pôles antagonistes qui s'affrontent. Elle a raison, Marine Tondelier? Ce qui est certain, c'est que dépénaliser les atteintes à l'environnement, ça va régler peut-être 1% des problèmes des agriculteurs, de ceux qui sont effectivement Alors moi j'ai coincés. cité ce point, mais Marine Tondelier ne répond pas qu'à cela, elle parle de la loi en général. Ouais. Alors effectivement, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi, elle est très incantatoire, il y a très peu de mesures derrière. Je donne juste un exemple. Elle dit on va maintenir 400 000 exploitations d'ici 2030. 400 000 exploitations, c'est la même chose qu'en 2020. Sauf que derrière... Ça veut dire donc un départ pour une installation, ça veut dire que statistiquement la taille des fermes ne bouge pas, et ça veut dire que finalement il y a du revenu pour tout le monde et que l'agrandissement n'est pas une option pour gagner mieux sa vie. Or aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est quand même par l'agrandissement que les agriculteurs ils ont réussi à améliorer leurs revenus. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'environnement, on pourra y revenir aussi. Mais du coup, cette loi, elle ne dit pas du tout comment est-ce qu'on va assurer la rémunération des agriculteurs et comment est-ce que, par ailleurs, on va assurer que les modes de production, ils restent les plus durables possibles et ils accompagnent aussi cette adaptation au choc climatique de plus en plus Alors ça, nombreux. c'est au cœur de votre livre parce que vous posez une question qui est en apparence simple, alors que la hausse des rendements est la boussole du monde agricole, et pas qu'en France, en Europe et même au-delà depuis des décennies. Doit-elle le rester aujourd'hui? Que répondez-vous? Alors ce que je réponds, c'est très simple, c'est que elle a été une boussole pour de très bonnes raisons, à la fois, on va dire, économiques et alimentaires, entre guillemets. Mais sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que depuis 25 ans, les rendements, ils augmentent plus. Pour essentiellement des raisons environnementales, on a dégradé les agroécosystèmes, on a des chocs climatiques de plus en plus répétés. Même si le potentiel génétique, lui, continue à augmenter, le rendement réel, il stagne. Face à ça, on ne peut plus garder cette boussole-là. Parce que la paupérisation du monde agricole, elle est liée à finalement à cette stagnation des rendements, à cette incapacité à faire donner plus à la nature qui en fait est épuisée. Donc il faut changer de boussole, et pour changer de boussole, en fait,
c'est pas juste, hop, on change une lettre par une autre. En fait, il faut repenser l'ensemble du modèle Mais agricole. comment avoir des rendements moins importants et améliorer les revenus des agriculteurs, des éleveurs? Est-ce qu'on en revient à la question de la grande distribution qui, eux, pour utiliser un mot un peu enfin, comment dire, populaire, mais qui se gavent, hein, c'est ce qu'on entend dire souvent, hein, dans la grande distribution? Je pense qu'il faut distinguer deux choses, hein. Il y a d'une part, effectivement, ce qu'on appelle le partage de la valeur dans les filières, qui, dans bien des cas, est trop défavorable au monde agricole. Mais il ne faut pas s'en tenir à ça. C'est-à-dire que si on s'en tenait à ça, ça suffirait certainement pas. Et donc, en fait, il faut ajouter deux choses dans l'équation. Une première chose, c'est que les filières elles doivent se diversifier. Si on veut que les agriculteurs ils soient en capacité de résister au choc climatique et mieux gagner leur vie, il faut qu'ils aient des opportunités de diversification. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 cultures sur 3 ans, il faut qu'ils puissent en faire 5 sur 5 ans en revenant le moins souvent possible avec la même culture. Mais pour ça, il faut des marchés à l'aval, il faut des filières structurées et il faut des consommateurs qui achètent ça au prix qu'il faut. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... Au prix qu'il faut, vous le dites un peu rapidement parce que vous l'abordez dans votre livre. Est-on prêt aussi à manger mieux, mais pour plus cher? Ça, c'est une des questions. Ce que j'essaye de raconter dans le livre sur les bases des travaux de plusieurs de mes collègues, c'est que le changement de composition de l'assiette, en fait, donne des marges de manœuvre incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on enlève 20% des produits animaux dans l'assiette pour les remplacer par des produits fruits et légumes de qualité dont on a besoin nutritionnellement, hein, alors que les produits animaux, on n'en a pas besoin, on en mange largement assez, en fait, on arrive à avoir un panier à iso-coût, même en rajoutant 50% de produits bio dans l'assiette. Donc la recomposition du panier qualitativement, elle permet en fait d'absorber l'essentiel des hausses de coûts sur les productions. Donc ça, c'est un premier point qui est fondamental. Mais ça fait moins de viande et les éleveurs bovins pâtissent. Ça fait moins de viande, mais ça fait mieux de viande. Les éleveurs bovins aujourd'hui, c'est pas eux qui souffrent hein, de la comment dire d'une évolution vers une plus grande qualité. Ils font déjà des grandes qualités. Oui. Ceux qui souffrent aujourd'hui de la baisse de qualité dans les achats des consommateurs français, c'est la production de volailles. Aujourd'hui, un poulet sur deux qu'on consomme en France, il est importé. D'Ukraine notamment. Alors d'Ukraine, mais d'ailleurs essentiellement du marché commun, hein, de Pologne, d'Allemagne, etc. Parce que sur les produits d'entrée de gamme, on est moins compétitif parce qu'en France, on a depuis toujours fait une grande diversité de produits qui sont de moins en moins prisés par les consommateurs. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez, si possible, tiens, allez, en une minute, c'est quoi la politique agricole commune? Waouh. La politique agricole commune, c'est initialement un objet, 1, de régulation des marchés, 2, de soutien à la production, pour 3, maintenir le revenu et assurer une alimentation à prix abordable toute l'année. Ouais. C'est ça la politique agricole commune. Et les agriculteurs français, dit-on en tout cas les gros, parce que c'est vrai que souvent quand on parle des éleveurs, des cultivateurs, on essentialise un peu. En fait, il y a différents agriculteurs. En France, certains en profitent de cette PAC depuis des années. Alors, cette politique, enfin, d'abord, il faut dire que le monde agricole français est le plus diversifié d'Europe. Hein, et qu'à l'intérieur de cette grande diversité, à la fois de secteurs, de géographie, de taille, il y a des très grandes disparités. Entre un éleveur porcin et un éleveur ovin, en passant par un viticulteur ou un céréalier, il y a des très très grandes diversités. Et même à l'intérieur de l'éleveur porcin, il va y avoir des rapports de 1 à 10 entre celui qui gagne le mieux sa vie et celui qui gagne le moins bien. Donc c'est déjà énorme. Par ailleurs, effectivement, depuis très longtemps, au moins depuis ce qu'on appelle le découplage en 2006, les agriculteurs qui ont touché ce qu'on appelle le droit de paiement de base ont pu, à un certain nombre d'années, carrément s'enrichir par rapport à ça. Mais aujourd'hui, en fait... Ils sont loin d'être la majorité. C'est loin d'être la majorité. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité des agriculteurs sont face à quelque part des murs de résilience. C'est-à-dire que même les céréaliers dont on a beaucoup dit qu'ils se gavaient, en fait aujourd'hui ils sont face à des problèmes de rendement et de manque de résilience qui font que la plupart d'entre eux ont des problèmes de trésorerie massifs. Et donc même si c'est eux effectivement qui touchent les aides à l'hectare les plus importantes, ils s'en sortent pas. Je donne un autre exemple. Les éleveurs bovins, en volume, c'est eux qui récupèrent la plus grande part de l'enveloppe de la politique agricole commune de la France. Pour autant, pour des problèmes d'organisation de marché, c'est ceux qui gagnent le moins bien leur vie quasiment avec les éleveurs ovins. Donc il n'y a pas de corrélation entre ceux qu'on touche de la PAC et ceux qu'on gagne en tant que revenu. Ça, c'est très important à comprendre. Mais là, au Salon de l'Agriculture, l'état d'esprit, on l'a vu, cette année semble plutôt apaisé. Qu'est-ce qui a rassuré d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, c'est peut-être ce qu'on appelle justement cette simplification voulue par l'Europe et par la France, notamment dans les démarches administratives? Je pense que cette simplification administrative, elle était nécessaire. Et elle va probablement se poursuivre. Il faut qu'elle se poursuive dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que oui pour simplifier, non pour liquider. Évidemment que quand on est agriculteur et qu'on doit remplir tout un tas de formulaires... Certains disent je suis agriculteur, comptable...
Je pense aux travaux d'une collègue de Sciences Po qui a montré en fait le travail administratif des agriculteurs qui est énorme. Donc oui, pour simplifier. Mais ça, c'est nouveau. Votre grand-père était agriculteur. Il a fait face à la même, si vous avez des souvenirs, à la même paperasserie. Alors, il a fait face à plus de papiers. C'est la faute à l'Europe, Et comme moi, diraient de certains. toute façon, mon grand-père, il était là au moment où la politique agricole commune a été mise en place. Oui. Donc, il a fait face à ça. Mon grand-père, et donc, il a fait face à toutes ces choses-là et à leur mise en place progressive. Et à l'époque, la question qu'on se posait, il était arboriculteur, la question qu'on se posait, c'était est-ce que je vais avoir une prime à l'arrachage? Est-ce que l'année va être bonne ou est-ce que je vais avoir droit aux calamités agricoles parce qu'il y aura un gel qui va flinguer mes pommes? Mais finalement, la dépendance à la politique européenne était la même. Mais la crainte était moindre parce qu'on avait ce qu'on appelle les prix garantis. Donc il y avait une assurance en fait très forte sur l'ensemble de ces productions. Depuis 92, c'est plus le cas. Les agriculteurs font face à la volatilité des prix sur les marchés internationaux et c'est une source de stress qui est extrêmement importante en plus de l'ensemble des autres chocs auxquels ils doivent faire face. Vous dites sur les marchés internationaux parce que désormais il y a de la spéculation. Alors ce n'est pas nouveau sur y compris les matières premières alimentaires. Oui, il y a de la spéculation et il y a de la variabilité des prix qui est liée à tout un tas d'autres choses que la spéculation. Et donc, effectivement, les prix font le yo-yo et ça pose un certain nombre de problèmes clairs au monde agricole. Vous ne mettez pas de point d'interrogation vers un nouveau modèle agricole. Alors, quel est ce modèle, je vous vois sourire, quel est ce nouveau modèle agricole que je pourrais presque dire le scientifique, l'agronome, appelle de ses voeux? Eh bien, vous avez bien raison. Face à la diversité des situations et des formes d'agriculture, le modèle, il est basé sur des principes qui sont simples et qui, eux, peuvent s'appliquer partout, mais les fermes seront différentes. Le modèle, il dit, finalement, ce qui compte, c'est la résilience de long terme, c'est la capacité productive de long terme de notre agriculture, et ça repose sur deux choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. Je n'ai pas croisé un agriculteur, un industriel qui n'était pas d'accord avec ça. Ça veut dire des systèmes agricoles qui sont plus diversifiés, et ça veut dire des systèmes agricoles qui reposent sur une logique d'économie circulaire où on recycle au maximum tout ce qu'on appelle les éléments nutritifs, la matière organique. Et pour ça, ça veut dire des nouvelles filières, des nouvelles pratiques de consommation. Et des nouvelles pratiques de consommation, ça voudra dire que la crise sera résolue de manière collective, Exactement. que ce soit en France, en Belgique, en Espagne ou partout en Europe et dans le monde. Merci beaucoup Pierre-Marie Aubert. Je rappelle le titre de votre livre, Vers un nouveau modèle agricole, quelle transition pour la France et l'Europe? Sur la transition, il y a la question, je vous invite à lire ce livre, édition Odile Jacob. Merci à vous. Merci beaucoup.